finalement, il a des choses à dire sur la question d'éditer en Languedoc. Voilà. Première question, alors, c'est la littérature d'oc et une carte importante dans le combat pour le Pays d'Oc et pour la Languedoc. Est-ce que tu penses que la littérature a un rôle important par rapport à ça? Ségur, quasi important, je pense qu'il y a une espèce historiquement, de légitimité, entre guillemets, qui ne s'est jamais complètement perdue pour la littérature de langue d'oc ou de langue occitane, même si sous l'Ancien Régime, on disait la littérature provençale, la littérature gasconne, la littérature toulousaine. Et pourtant, tout ça, c'était la littérature occitane. Mais il y avait une légitimité à cause des grands ancêtres qui étaient les troubadours. À partir du moment où l'Europe entière, enfin l'Europe cultivée, connaît et a connu et a toujours connu les troubadours, quand on écrit dans la langue des troubadours, c'est une porte d'entrée. Ensuite, il y a eu Mistral, la Respélide, les poètes ouvriers, les troubailleurs du XIXe siècle, donc il y a eu tout un ensemble. Seulement, au XXe siècle, cette littérature, elle est riche, avec des hauts et des bas, mais elle est un peu enfermée sur elle-même. Et ça, c'est le gros problème pour plusieurs raisons. Parce que la diffusion est très incertaine, parce que tous les moyens qui servent à faire pénétrer une culture dans la société sont combattus systématiquement, quoi qu'on en dise, par l'État. Et troisièmement, parce que tout cela étant dit, cette littérature a tendance à se replier, pas toujours, mais une certaine tendance à se replier sur elle-même. Tu démarres, on peut dire, autour de 68, au moment de... On avait appelé ça les poètes de la décolonisation, sur une série c'était d'ailleurs une revue de journal de mai 68, Action, mais c'est un peu là quand même que certains qui étaient à l'époque des nouveaux, comme toi, qui étaient... Bon, on avait 18 ans ou 19 ans, et mai 68 a été une deuxième naissance. La première apparition, tu étais à Montpellier à l'époque? J'étais à Lyon, puis à Paris. La première apparition, c'est avec les poèmes de la décolo, avec une série dans le numéro d'Action, avec une série de poètes. Ça avait été mené par Jean Larzac. Voilà. C'est un peu la première fois que tu apparais avec des poèmes, on peut dire, de combat, quoi, les poètes de la décolonisation. Alors on était toute une équipe de jeunes qui, en 67 déjà, qui se sont retrouvés par le bouche à oreille dans des stages qui étaient les stages de l'IEO et les stages du Calène des Marsilles, qui était animé par un personnage qui pour moi a beaucoup compté pour notre génération, surtout en Provence, qui était Georges Reboul. Reboul était un grand poète et en même temps un grand libertaire, non violent mais très libertaire, qui avait participé au Front populaire, à l'épopée des auberges de jeunesse en 1936, qui avait fondé un parti fédéraliste provençal qui s'était présenté aux côtés du Front populaire, et à côté de lui il y avait un militant qui s'appelait... Vous connaissez le pastis? Paul Ricard. Paul Ricard, voilà. Et Georges Reboul était un peu l'animateur de ces stages du Calène de Marseille, qui était intéressant, je pense, pour quelque chose qui, à mon avis, manque aujourd'hui pour les jeunes. C'est que c'était des stages d'expression, c'était des stages où on faisait la fête, c'était des stages où on militait, c'était des stages où on faisait des affiches, où on chantait, tout ce que vous voulez. Mais c'était aussi des stages de formation, d'auto-formation, où on avait des moments de travail sur la langue, mais aussi sur l'histoire, sur la politique, pas la politique politicienne, mais qu'est-ce que c'est que les mouvements sociaux depuis la Révolution, par exemple. Toute chose qui n'existe pas dans l'occitanisme contemporain, ça a disparu de la circulation. Cette auto-formation qui fait que
on voyait le monde, on ne voyait pas la secte occitane, on voyait le monde à travers l'occitanisme. Et ça nous a beaucoup motivés. Et je crois que, prêchant dans le désert depuis très longtemps, je dis il faudrait qu'on le fasse à nouveau. On le fasse à nouveau, mais pour la jeunesse. Sauf que la jeunesse, aujourd'hui, que ce soit pour l'occitanisme ou pour l'ensemble des mouvements culturels, elle n'est pas au rendez-vous. Parce que ce sont des moyens d'action et de réflexion que nous avons qui ne lui correspondent plus. Alors c'est une question centrale à se poser et à débattre, ça. Il n'y a pas beaucoup de propositions non plus quand même. Il n'y a pas beaucoup de propositions. Et j'étais un observateur, hein, mais bon, tu étais dans les fondateurs, juste après mai 68, tu étais un des fondateurs de lutte occitane, bon, avec, on peut dire, avec Calran, avec Rive aussi du comité viticole, moi, ce que j'en ai vu, j'étais pas dedans, mais c'était pas un mouvement ni autonomiste, ni... C'était un mouvement plutôt dans la ligne de mai 68, d'essayer d'amener un changement de société et d'amener le mouvement rock, d'être présent là-dedans. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là, sur la manière d'aborder lutte occitane. C'est une partie des choses, mais pour ne pas tronquer le souvenir ou l'analyse, il faut dire que lutte occitane n'était pas un mouvement, je dirais, gauchiste, comme ses détracteurs l'ont dit. Il y en a qui se sont régalés après autour de personnes, je dirais, de mauvaise foi, de dire « Ah, c'était un mouvement gauchiste ». Non, c'était un mouvement qui était profondément autonome par rapport à la politique en général, mais qui se sentait, comme tu le dis, proche de tous les mouvements de changement de la société. Alors de changement de la société dans tous les sens, tous azimuts. Et il y avait une formule qui était employée dans le journal Lutte Occitane, qui disait, à plusieurs reprises, qui disait, notamment à propos du Larzac, voulez, calme mes souvenirs, fai dannato, d'accord, voulez garda et inventa l'udre de Dieu. Garda, c'est-à-dire garder le droit de vivre de la même façon que les paysans du Larzac voulaient garder leur outil de travail, mais aussi leur pays, leur paysage, leur culture ancestrale, leur tradition. Hein, le mot tradition ne me fait pas peur du tout, hein, ça dépend comment on le prend et quel sens on lui donne. Et en même temps, inventa l'udre de Dieu dans ce sillage de mai 68. Les deux ne sont pas contradictoires. Je pense que c'était ça l'originalité de lutte occitane, c'est qu'il y avait des mouvements qui voulaient garda l'udre de Dieu et d'autres qui voulaient inventa d'autres udre de Dieu. Mais pour lutte occitane, les deux étaient indissociables et ma foi, c'était aussi dans l'air du temps. Et je pense que c'était un moment intéressant parce qu'il y avait aussi une ouverture sur la société à travers des luttes multiples comme les luttes viticoles, comme le Larzac, qui étaient économiques, qui étaient politiques, qui étaient professionnelles, qui étaient même un peu boulégaires par moments, mais qui en même temps étaient culturelles. C'était aussi des luttes culturelles au sens profond du mot. Donc c'est un moment... Tu es resté jusqu'au bout là? Oui, on s'est dissous, on s'est autodissous. Quand il est apparu que il y avait en quelque sorte le risque d'une fossilisation, d'une transformation en parti politique un peu fermé, et tout ça, et que toute cette flamme qui nous animait et ce lien avec le monde social semblait un petit peu abandonné au profit d'un resserrement sur soi. Alors à ce moment-là, les principaux groupes, c'est-à-dire ceux de Montpellier, ceux de Provence, on dit ben on s'en va. Et comme on représentait plus de la moitié du mouvement, le mouvement s'est autodissous. Tu sais qu'on avait prévu une mise en scène là. Ah oui, oui, oui. Il a oublié. Ça aurait été mieux par surprise, mais bon, on fait ce qu'on peut. L'IMO, il faut pas vendre a naqueu que mai paga.
besu che già dire fan tre sture men vo. L'imo, piei Kenya, li vuole prendere in conto, ne spiega una lucidità verde come la pumiera e met des racines aspres, a me lo gust pebra di ville conquistata. La vigna crei spas din la terra, ma i creis din lo fond di man del vignarum. Aquel imo pesca la decisa son país a cos monsan, a costunsan din lo teisu sarà dell'invenzione diminuta. L'imo barulaire, l'imo varaiaire, e esistono pas mai in desubra dei nostri cabeça, li avem mastigat, digeri, inventa, per ne far flor de nervi, flor de sang, flor de pensada. Gli hommes se son calats. La poesia è morta, d'empiei che l'umor è picciò della mustela entre les statues punceggia. Va qui? Les mots, il ne faut pas les vendre plus offrant, faire le difficile, dire ils font 3 tours et je m'en vais. Les mots, puisqu'il y en a, je veux les prendre en compte, en faire jaillir une lucidité verte comme les pommiers, avec des raisins âpres, avec le goût poivré des villes conquises. Les mots barulaire, les mots voyageurs, les mots errants n'existent plus au-dessus de nos têtes. On les a digérés, inventés, fait fleur de nerfs, de sang et de veines depuis maintenant que l'on est sorti de l'ordre des horloges. Les mots se sont tus. Donc les hommes parlent. La poésie est morte depuis que le museau petit de la belette entre les statues a pointé son nez. Voilà. Voilà, c'est dans le Bon, et alors, c'est un peu là, on pourrait passer peut-être à Portula, mais avant quand même, tu as quand même une expérience de la lutte du Larzac qui est très particulière, quoi. C'est-à-dire que tu as vécu dans le secteur du Larzac au moment plutôt du début, enfin les premières années quand même. Tu as vécu plusieurs... 6 ans sur le Larzac. Sur le Larzac ou à Millau, ou dans la vallée de la Dourbie, donc dans le secteur Larzac. Et qu'est-ce que tu penses de... Bon, le mouvement Occitan me paraît beaucoup plus présent au début qu'à la fin de l'action. Comment tu vois, toi, déjà, ta présence par rapport à l'action que tu menais, comment tu fais un bilan de ça, comment tu vois l'action du Larzac, si tu la prends du début à la fin, si tu as des choses à dire par rapport à toi et par rapport aussi au Larzac ou au mouvement Maroc qui était lié, en tout cas, on peut dire qu'il y avait une présence rouergate dans l'action du Larzac. Donc, on était même à des moments, on a fait des trucs ensemble. Bien sûr. Mais voilà, alors tu peux parler un peu de ça, toi C'était des liens personnels, comme tu viens de le dire, avec les paysans du Larzac. Et c'était à travers ces liens personnels, je crois qu'il y a des choses qui sont passées de la même façon que nous, on a beaucoup appris. D'abord parce qu'on était beaucoup plus jeunes qu'eux et que donc on avait des tas de choses à apprendre. Mais aussi parce que le propre du Larzac a été cet échange. Ça a été, pour employer une expression qu'à Lutte Occitane on se targuait de découvrir, le Larzac c'était un intellectuel collectif au sens du théoricien Gramsci. C'est-à-dire que les intellectuels, c'est sans intérêt, surtout qu'en France, les intellectuels parisiens qui se prennent pour les inventeurs du fil à couper le beurre, c'est pas eux qui nous apportent grand-chose. Mais l'intellectuel collectif, c'est quand des gens de divers milieux, et justement de milieux très différents, vont se retrouver ensemble pour faire avancer une émancipation, et qu'ils vont sécréter une pensée commune. Bon, ça paraît évident, ça paraît aller de soi, mais sur le Larzac, ça s'est vraiment passé.
Les Tu paysans l'as du vécu comme ça. Ah oui, les paysans du Larzac du milieu et de la fin n'étaient pas les mêmes que ceux du début, et des tas d'influences au filtre de leur réalité sont venus les Ils ont irriguer. gardé la maîtrise de Ils ont leur, gardé la maîtrise de parce leur, que- de leur action, Voilà. avec plein d'éléments extérieurs, mais ils ont toujours gardé la maîtrise, cette espèce de groupe d'intellectuels, des paysans, enfin, on appelait ça les 103 du Larzac, Voilà. ils ont gardé la maîtrise de leur pensée, de leur action, La d'une maîtrise- manière autonome. Quoi. C'est ça, la maîtrise et l'ouverture, parce que chaque fois il fallait trouver des réponses et il y avait une imagination. C'était tout sauf psychorigide. Il y avait une souplesse et ce que dit le Tao, ce qui est dur et solide, c'est ce qui est du domaine de la mort, et ce qui est souple, c'est ce qui est du domaine de la vie. Eux, ils étaient dans le domaine de la vie. Et il y avait toujours des réponses nouvelles aux enjeux. Un exemple parmi bien d'autres, on était allé à le groupe informel de l'Utoxicane là-bas, on va dans le camp militaire en 2 chevaux pour faire des photos pour une exposition évidemment pirate qu'on aurait présentée sur le Larzac et à Millau et ailleurs. On fait nos photos et au moment où à partir du camp, il y a des jeeps qui arrivent, qui nous coincent, qui nous amènent au commandant du camp. Vous êtes accusé d'espionnage, vous allez faire 10 ans de prison, on nous saisit la voiture, on nous mène à la gendarmerie de Millau où on nous enferme, etc. Donc, grosse cavalerie. Eh bien, 15 jours après, au même endroit où on nous avait arrêtés, au beau milieu du camp, les 103 paysans du Larzac et leurs familles et leurs chiens sont allés pique-niquer avec des nappes, avec des paniers. Ils ont fait un pique-nique géant à l'endroit précis où on nous avait dit vous êtes accusé d'espionnage. Cette imagination, cette réactivité, elle est magnifique. C'était chaque fois pareil. Chaque fois, ils avaient des trouvailles de ce genre. Et ces trouvailles, elles ne viennent pas d'un parti politique, elles ne viennent pas d'une secte, elles ne peuvent venir que de cet intellectuel collectif que le Larzac était en train de devenir, parce qu'ils étaient attachés à leur terre, à leur projet de vivre là, et aussi de nourrir les autres, et aussi à leur projet de vivre dans ce pays, parce que pour eux c'est un pays, pour eux c'est une terre, c'est presque mystique leur attachement. D'ailleurs il y a un lien avec la mystique, on a fait des jeûnes avec Lanza del Vasto, et même avec l'évêque de Rodez, aussi bien qu'avec des gens très anticléricaux. Tout le monde abandonnait ses préjugés à la porte du Larzac. Ceci dit, les paysans du Larzac, ils étaient fines mouches, ils étaient finotches, parce que plus d'une fois, ils auraient pu être récupérés. Ils se sont débrouillés pour ne pas l'être. Bon, alors après, lorsque le projet a été abandonné en 81, il y a eu une trentaille. Est-ce que ça va s'arrêter d'un coup? Et effectivement, l'idée, c'était qu'il y ait quelque chose qui continue, et ce quelque chose, ça a été la gestion en commun des terres qui avaient été achetées déjà par l'armée et restituées par l'État, la gestion en commun, et d'autre part l'installation de nouveaux paysans dans les fermes abandonnées. Et donc il y a toujours cet esprit de communauté et d'échange sur le Larzac. Et d'échange aussi international, puisque par exemple avec la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks et Chibaou, il y a une longue histoire de compagnonnage. Et effectivement, tu suis ça encore? Mais de loin en loin maintenant, parce que j'habite plus dans l'Aveyron, et ceux qui étaient là, pour la plupart, sont partis, y compris des Aveyronnais pur sucre, mais qui maintenant, par les hasards de la vie et pour le boulot, sont maintenant éparpillés. Mais il y a toujours, pour ceux qui ont connu le Larzac, pour les 103, il y a toujours le sentiment que tout ça, ça a servi à développer quelque chose qui va plus loin qu'eux-mêmes. Bon, notre mise en scène là. Liberum, glosco vuecia, recorda o manca, de Canaan em patiras, vous saunerum sulla palanca, vaudes, treva que trevaras. Pedis lu dieu di mortalage arma de cadena e Liban.
sugli cross laurati saurace crei sun li cedre d'oliva. Upeda, buco de brutissi, ruggio dei giugi e maselier, merindou, che su nai galissi de fionu cramo o fundo o pie, esculum, frescun e feruna, can l'aglo de Menerba, uc, frega lo suleu di comuna, cau, pivelaire e malastruc. A l'Urmarin, la passe romana che spas di mort e mort di Dieu murmuieja, quei la mana, lo sules den, es lu di vieu. Alors il faut expliquer un peu ce qu'est, parce que les escurs, segurament, sont des références historiques. Le Luberon, hein, vous connaissez le Luberon, en Provence. C'est cette région de montagne, de culture, de villages perchés, qui a beaucoup de caractère et qui se trouve au milieu de la basse Provence. Et là, il y a eu un épisode fondateur, si on peut dire, et très sanglant, qui est le massacre des Vaudois au XVIe siècle. Les Vaudois qui étaient donc des protestants particuliers. Au départ, ils ont précédé la Réforme, puis ils s'y sont ralliés. Et au XVIe siècle, ils étaient paysans dans cette région du Luberon, et le Parlement d'Aix-en-Provence a extorqué au roi François Ier un édit pour les massacrer. François Ier a fait cet édit en disant que je n'étais pas pressé et tout ça, mais Meignier d'Opède, qui dirigeait le Parlement d'Aix, en a profité pour faire venir des mercenaires et pour massacrer les Vaudois. Il y a eu 3000 hommes qui ont été massacrés dans la campagne, sur les routes. Il y a eu des centaines de familles qui ont été brûlées dans leur masse, cadenassées comme à Ouradour-sur-Glane. Et il y a eu des centaines et des centaines de survivants et de blessés qui ont été emmenés aux galères. Les survivants sont partis dans les Alpes en marche forcée, se réfugier dans les Hautes-Alpes, et ils sont revenus 50 ans après. Et ça a marqué, évidemment, ça a traumatisé non seulement le Luberon, mais toute la conscience civique de l'Europe. L'Europe entière a connu ce massacre. Et alors le Parlement d'Aix, il faut dire deux mots d'histoire, c'est que quand on parle de Parlement sous l'Ancien Régime, on s'imagine un Parlement comme aujourd'hui, qui débat des questions du bien commun. Mais pas du tout. Sous l'Ancien Régime, dans les provinces réputées étrangères, c'était leur nom, qui en gros couvraient l'Occitanie et la Bretagne, c'est-à-dire les provinces les plus récemment annexées, eh bien, il y avait un Parlement et des États. Les États représentaient, comme en 1789, comme les États généraux, les États représentaient les trois États. Le clergé, la noblesse et le tiers-État, sauf qu'en Languedoc, le tiers était doublé, avec deux voix au lieu d'une. Bon, ça c'est des parenthèses. Mais en tout cas, les États avaient quelque chose d'une représentativité. Alors que le Parlement n'avait rien du tout d'un Parlement. Le Parlement était une chambre de magistrature. C'était le plus haut degré des tribunaux avant le recours au roi. Donc c'était uniquement judiciaire, les parlements. Et le Parlement d'Aix était aux mains d'une aristocratie qui était férocement contre le peuple, et c'est ce Parlement qui a effectué le massacre des Vaudois. Alors qui c'est celui-là? Hugues. C'est Clovis Hugues. Alors le plus simple, c'est que je vous lise la petite note. Clovis Hugues, 1851-1907. Né à Ménherbe en Luberon, le jeune journaliste de 20 ans, nourri de la saga de 1848, pour toutes ces générations du XIXe siècle, 1848 a été ce qu'a été mai 68 pour nous, sauf qu'en 48, il y a eu des morts, il n'y en a pas eu en 68, hein, c'était pas pareil. Mais je veux dire, ça a marqué la vie de tous ceux qui ont participé à 18 ans ou à 20 ans à ces événements de 1848. Et parmi eux, il y avait Frédéric Mistral, qui est un enfant de la Révolution de 1848, ce qu'on dit rarement. Donc, ce jeune journaliste de 20 ans prend la tête avec Gaston Crémieux de la commune insurrectionnelle de Marseille,
en même temps que la Commune de Paris, du 23 mars au 4 avril 1871. Après les combats, l'armée aux ordres de Versailles fusillera Crémieux. Clovis Hugues est emprisonné 4 années. Il sera ensuite polémiste. D'abord contre Jules Ferry, qui est le soutien des exécuteurs versaillais, ce qu'on dit très rarement, et qui est le leader du parti colonial, ce qu'on commence à dire un peu, mais tout juste. François Hollande y a rendu hommage. Tu sais. Oui, alors il lui a rendu hommage en disant « Oh, ça n'est pas aux colonialistes que je rends hommage ». Ça fait penser à la Chine où la position officielle maintenant c'est de dire quand même, après tant d'années il était temps, de dire que Mao a été un assassin de masse et que désormais Mao, on considère, alors selon les, disons les écoles, il est à 50 ou 60% un assassin et à 40% un héros. Alors chaque année, vive 40% de Mao. Et bien c'est un peu pareil quand Hollande a dit célébrons Jules Ferry, mais pas le Jules Ferry qui a fait massacrer des populations civiles au Tonkin et au Sénégal. Non, 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 le Jules Ferry de l'école. Bon, donc contre Jules Ferry et contre le boucher de la République, Adolphe Thiers, qui était de Marseille et qui a fait faire les massacres des Versaillais. Clovis Hugues était écrivain en français et en Languedoc et premier député d'un parti ouvrier à la Chambre. Mistral l'appelait l'enfant terrible de Ménherbe et Claudi Barsotti a publié une anthologie des écrivains sociaux provençaux où Clovis Hugues est en bonne place. Il y a eu aussi un livre de Jean-Claude Izot, l'auteur de romans policiers, celui qui a écrit Marseillais, Total Kéops, sur Clovis Hugues. Portulan, alors ça arrive, bon, qui est quand même, à mon avis, des livres, en tout cas, qui t'a un peu propulsé quand même, Portulan, qui est... Alors c'est des voyages un peu au Moyen-Orient, enfin, Kurdistan, Iran, Afghanistan, Cachemire, Tibet, mais des voyages vus d'une manière... bon, en même temps, c'est des voyages, oui, qui sont avec même des lieux, mais en même temps, un voyage que je dirais un peu intérieur, un peu des voyages en toi aussi. Et ça arrive quand ça? Après ton passage sur le Larzac, tu pars au Kurdistan où tu y avais déjà été? Non, je crois que c'était... Tu étais en alternance. Ah bon? En alternance. Tu étais tantôt sur le Larzac, tantôt dans le Kurdistan. C'était trois voyages. Ça, je l'apprends, c'est intéressant. Puisque, si je... Bon, grosso modo... le premier, c'était avant le Larzac. Et les deux autres, c'était en intermittence avec le Larzac. Et bien, c'est une découverte progressive. Et puis, c'est là qu'on voit les changements en quelques décennies de tout. C'est qu'à l'époque, on allait en voiture, en 2 chevaux d'abord, puis en 4L fourgonnette. On allait jusqu'au Népal, jusqu'en Inde, jusqu'en Afghanistan. Maintenant, tous les pays sont en guerre civile ou en guerre tout court. Vous ne pouvez pas aller plus loin que la Turquie, encore plus, pas pour longtemps la Turquie. Donc, la mondialisation, elle se fait économiquement, mais elle correspond en même temps à une fermeture des frontières, à une fermeture des pays, à une espèce de ghetto que devient chaque pays, du moins chaque pays non européen. Et ce que j'ai appris, c'est que, bon, ça fait quand même pas, ces livres, ça fait pas reportage, ça fait pas reportage de guerre, mais après, tu as fait aussi, des années après, tu as fait du reportage de guerre. Oui. Et ça me paraît, parce que, bon, si tu veux Portulan, il me semble que tu t'arrêtes au bord du reportage, tu es vraiment au bord du reportage, et alors je trouvais marrant, intéressant que tu aies aussi fait reporter de guerre. Mais alors c'était plus tard, et puis c'était que le journalisme me branchait comme métier. Je n'ai jamais fait le pas d'entrer totalement dans le journalisme, parce que soit je restais dans la région, mais c'était difficile,
soit alors pour faire un boulot vraiment de journaliste, il fallait monter à Paris, évidemment, j'en avais pas envie. Donc j'étais sur le bord, j'ai fait des articles, j'ai travaillé pour plusieurs journaux, mais en même temps que d'autres choses, j'étais sur le bord. Et donc après j'ai fait des reportages. Mais au temps de Portulan, c'était des voyages initiatiques, je dirais, où on veut découvrir le monde, mais découvrir le monde et attendre qu'il vous transperce quelque part, que le regard de ce monde vous atteigne, vous apprenne quelque chose sur vous-même et sur lui-même. C'était pas pour raconter ce qu'il y avait déjà dans les livres ou dans les encyclopédies, c'était vraiment pour découvrir un peu la saveur de ces pays. Leur saveur, leur bonne humeur, aussi bien que leurs larmes et leur tragédie. Tu as écrit 35 livres, quoi. Une trentaine de livres, tu as écrit. Tu as sorti. Oui, en comptant comment on appelle ça, les comptes rendus faits dans des colloques, des choses comme ça. Mais les livres, proprement dit, c'est la moitié. La moitié, ouais. Et une question, à mon avis, les trois penseurs de l'occitanisme depuis l'après-guerre, c'est... Depuis la préhistoire, je crois. Depuis l'après-guerre, à mon avis, les trois penseurs, c'est Fontan, Castan et Lafon. Qu'est-ce que tu penses déjà de mon affirmation? Et qu'est-ce que tu pourrais me dire très vite ce que tu penses de chacun? Eh bien que c'est bien de les mettre tous les trois ensemble dans un baquet et de les secouer pour avoir une jonction, parce que si on les prend indépendamment, chacun a quelque chose d'intéressant, mais je ne me reconnais complètement dans aucun des trois. Tu te reconnais dans les trois alors? Mais un petit peu dans chacun. Un petit peu dans chacun? Un petit peu dans chacun, bien sûr. Même beaucoup, parce qu'ils ont fait un grand travail tous les trois. Mais je veux dire... je crois que c'est pas... Heureusement, ils ne se sont pas pris pour des gourous, mais pour ceux qui apportent leur pierre à une pensée, et que donc, malgré les contradictions qu'ils ont eues tous les trois entre eux... Nette contradiction. Par exemple, Fontan. Fontan, je trouve qu'il y a un aspect intéressant, quand on voit les découpures qu'il fait pour les répugnés, tout ça, c'est pas ma tasse de thé, mais en Italie, dans les vallées italiennes, quand il s'est exilé là-bas, c'est lui qui a relancé le sentiment occitan dans ces vallées. C'est lui qui a été comment dirais-je, le parrain occitaniste des vallées occitanes. Donc ça, je veux dire, Fontan, moi je suis allé saluer sa mémoire quand nous sommes allés en Italie en délégation. Lafon, eh bien, surtout, alors c'est pas son œuvre politique qui nous parle, parce que je pense que la notion de régionalisme, ça a été une impasse, et que le mot même de régionalisme est une impasse. En revanche, son analyse de l'histoire occitane et de l'histoire de la littérature et de la culture occitane, c'est fondateur et fabuleux. Et je l'ai eu comme prof, et il était un prof extraordinaire. Quant au troisième, Castan, c'est comme Lafon, il a fait un travail de fond, un travail de top sur l'histoire, sur les enjeux de la culture occitane à travers les siècles, et ça c'est passionnant. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut garder, qu'il faut reprendre. Par exemple, Lafon, moi je suis très triste de voir que la plupart du temps on parle de Lafon pour la révolution régionaliste, alors que c'est complètement obsolète. Oui, mais il a influencé pratiquement 90% de l'occitanisme. Sortons-en. En revanche, il faut aller chez Lafon, voir son œuvre pour ce qui est de l'histoire de l'Occitanie et l'histoire de la littérature et de la culture occitane. Là, on a besoin d'un se nourrir. Voilà, et mais peut-être pour terminer, juste une chose, tu parlais de journalisme, donc Portulan, mais c'est comme chacun, on a envie de le faire, des voyages où on essaie de trouver un peu un chemin initiatique, je ne peux pas dire autrement. Il n'y a pas un petit côté Henri Michaud, là, le côté voyageur d'Henri Michaud? Pécaille, c'est des auteurs connus, moi je suis indépendant,
C'était pas pour copier quoi que ce soit. Ah non, 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 Mais pour pour penser de loin, de très loin, de très loin. Voilà, et juste pour terminer... Le Michaud voyageur, Oui, oui, et qui voyage à Échambre aussi, oui, hein, qui oui, voyage à oui. Échambre. Non, mais tu as raison, il y a Michaud, il y a le transsibérien Sandra. Sandras, il y a l'usage du monde, il y a... Mais voilà, mais pour finir, quand tu parlais de reportage, après, quand on fait un reportage à proprement parler, à ce moment-là, on s'intéresse aux faits et gestes du présent. On ne cherche pas à aller dans la longue durée. Et à propos d'un reportage, j'ai eu une aventure qui m'a beaucoup marqué et qui m'a laissé un goût d'optimisme malgré tout ce qui peut se passer dans le genre humain. C'était pendant la guerre du Liban, ou à Beyrouth, sur le front. Alors je m'étais mis en chemise blanche pour marcher au milieu de la rue, des ruines, parce que les snipers aiment bien tirer sur ceux qui se cachent, tandis que si tu marches au milieu, tu as moins de chances de te faire tirer dessus. Et du haut d'un immeuble, il y a un type qui me hèle, d'un immeuble en ruine, un type qui me hèle en arabe. Bon, je ne comprends pas, je continue mon chemin, il descend, il marche à côté de moi, il me parle en arabe, on a fait peut-être 1 kilomètre dans les ruines du centre-ville de Beyrouth. Il marche à côté de moi, il me parlait en arabe, moi je lui parlais en occitan, en français, en espagnol. Voilà. On ne se comprenait pas, mais on a fait tout ce chemin en compagnonnage. Et en arrivant au bout, on arrive devant la ligne verte qui était la frontière entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest, entre les deux fronts. Et là, il y avait des sacs de sable, des barbelés et tout ça. Et sous le pont, il me fait signe de faire attention et de le suivre. De suivre exactement. Il se met à marcher comme ça. Et quand on est arrivé de l'autre côté du pont, de l'autoroute, je me suis rendu compte qu'il m'avait fait traverser un champ de mine. Et il n'avait aucune raison pour ça, si ce n'est de vouloir sauver la vie d'un être humain qui voulait sauver la vie d'un être humain. Et bien j'ai toujours retenu ça comme finalement un espoir et un optimisme. Alors on va passer en deuxième. C'est difficile de l'interrompre parce que là, il raconte lui. Mais t'es un conteur un peu quand même. Alors on va passer à Serge Labatut qui vient d'Albi donc. Donc c'est les démarches de 3 écrivains. Bizarrement, un point commun entre Serge Labatut et Roland Pécou. Alors, Roland Pécou, c'est vrai que ses écrits de voyage intérieur ou ses écrits de voyage, pas en chambre quand même, parce qu'il a vraiment été au Kurdistan. Il a vu le Kurdistan en guerre, lui, il y a 45 ans. Mais si vous voulez, d'ailleurs, il a rencontré des leaders du mouvement kurde. Barzani, le père du président actuel. Voilà. Mais alors lui, il a écrit 3 livres à Languedoc depuis une quinzaine d'années. Lui, son dernier livre, c'est sur les voyages, mais lui, il a voyagé pour son travail. Il était représentant d'Heineken et il est passé dans plein de pays d'Afrique. C'est bien ça, Heineken, je me plate souvent. Des bières Heineken, il était représentant des bières Heineken. Et alors il est passé dans pas mal de pays. Bon, à des moments, par exemple, quand il est passé en Algérie, il a été à l'endroit où était Boulou, là-bas en Algérie. Bon. Là, ce n'était pas dans le cadre du boulot quand même, mais si vous voulez, tous ces voyages sont liés au fait de son travail. Alors, obligatoirement, il n'en parle pas de la même manière, qui peut être un peu imaginaire chez Roland Pécou. Parmi tes 3 livres, ton côté écrivain-voyageur ressort quand même pas mal, quoi. Pour fixer les choses, j'étais un peu différent. Moi, j'ai découvert la littérature, la Languedoc avec l'Occitane en même temps. Hein. Pour moi, les deux sont liés. Ça fait lien pour moi, tout ça. Hein. Non pas que, bon, je l'avais dans l'oreille, Languedoc, comme disait un gars qui avait écrit un bouquin sur l'Académie de Sorèze, hein, et il disait j'étais bilingue de la compréhension. Très joli. Le mec il comprenait mais il ne parlait pas, ils étaient comme ça. Et alors,
J'ai eu la chance de passer une année à Montauban, si vous voulez, rue de la Banque. J'habitais presque en face de chez Castan. Et tous les soirs, j'allais chez Castan. Mais ce que disait Roland, pour parler de la littérature, donc le reste, ça ne m'intéressait pas trop, les autres aspects de Félix. Si, l'art, la peinture, la monstre, ça m'intéressait. Mais le reste, les histoires qu'il avait à la fois politique, ça ne m'intéressait pas. Je lui disais, moi, écoute, parle-moi de la littérature, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je ne veux pas savoir, pour l'instant. Et donc, si vous voulez, c'était mon entrée dans l'occitanisme, c'est la littérature, c'est ce qui m'intéressait. Parce que je me posais des questions, j'écrivais en français comme chacun, j'étais un mec normal comme les autres. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que quand vous êtes occitan, comme de l'accent que j'ai, vous écrivez en français, quand vous lisez au texte, mais tout le monde y rigole. Aussi triste soit-il. C'est l'histoire de Pagnol, si vous voulez. Pagnol, il peut vous raconter la mort de sa mère, et tout le monde rigole. On est ému, mais enfin, on rigole quand même. Et c'est comme ça. Et donc, je n'étais pas à l'aise, il y a un truc qui ne va pas, etc. Et c'est à partir de la discussion avec Félix Castan, je me suis dit, parce qu'il a su me la rendre intéressante, cette littérature, il a su me prouver que ça valait le coup, je me suis dit, putain, c'est de ça que je veux faire partie. Et là, je me suis mis à apprendre la langue donc sérieusement. Pas comme un, voilà. Et à écrire, etc. Et c'est parti comme ça, je veux dire. Ce qu'a dit Roland, je suis assez d'accord avec lui sur la question qu'il a posée sur les trois. J'y reviens parce que ça me passionne. J'en ai parlé avec Marie-Jeanne Averny il n'y a pas une heure, hein, avec Marie-Jeanne. Si vous voulez, il y a eu un temps, ces gens-là ont eu des oppositions très fortes dans les érudits. Mais je pense que le temps est venu de tirer la quintessence des trois, de voir, et parce qu'il y a des trucs passionnants, il a raison, je suis tout à fait en ligne avec toi. Il y a des choses passionnantes. Moi, pas la forme, moi. Pas la forme. Ah, ouais, dans la littérature, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs vachement intéressants. Je pense qu'il faut arriver, le moment est venu, hein, où les choses s'apaisent, où les choses se... Et qu'il faut justement en tirer ce qui est intéressant. Des contradictions très majeures, quand même. Oui, mais tu as raison, mais tout le monde a eu des contradictions majeures, je veux dire. Les contradictions, ça fait partie de l'existence aussi. Hein. Il y a un moment donné, Le Lafon historien n'est pas le Lafon régionaliste. Voilà, il n'est pas le Lafon régionaliste, le Lafon historien de la littérature non plus, je veux dire, il y a des trucs passionnants. Mais il a une représentation de penseur de l'occitanisme et politique, et surtout politique. Mais je pense qu'on est, et là où je suis un peu d'accord avec toi, je pense qu'aussi bien pour Castan que pour Lafon, que même pour Fontan, il faut les regarder avec un aspect critique. C'est-à-dire, ce n'est pas des gourous, ce n'est pas des dieux, mais un aspect critique positif, faire de la critique positive. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est ça la vraie critique. La vraie critique, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, etc. On s'en fout. Le premier convenu qui est capable de dire ça. Hein, on s'en fout. Mais il y a quelque chose de passionnant là-dedans, ce qui s'est passé à ce moment-là, hein, parce qu'on est d'accord là aussi. Et ce qu'il faut, je te dis, il faut reprendre tout ça. Et c'est notre rôle, je pense que c'est notre rôle à nous maintenant, de reprendre tout ça en main et dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, Fontan a été très diffamé, tu le sais quand même. Je le sais. Très tu sais, il y a eu des diffamé. époques, on sait tous, des époques de diffamation, d'anathème, d'excommunication, l'occitanisme, si on peut faire la liste de tout ce qu'ils ont fait. Et il est encore. Mais oui, mais bon. Mais oui, tu as des vieux Roland, tu as des vieux restes toujours. Mais on ne peut pas transmettre aux nouvelles générations ces vieux restes, ces vieux Roland comme ça. Alors, je vais vous lire un extrait de mes récits de voyage. Ils ne sont pas publiés encore. En fait, c'est les épreuves d'imprimerie que m'a transmis l'IO. Maastricht, c'était à Maastricht. La telefonata. Il Peliero de Maran, sulla montagna Saint-Peter, abbiamo prestato sul pas. Nous abbiamo buttato alla place occupata per signatari del trattato. Senza domenica, eri alla place di Mitterrand, o del ministro che avevo segnato. Mi facevano vario campo. Accostati avevo Mario, alla place di Gonzales. Mi rimembravi pas se era che governava in Spagna bis a quel tempo. E John, qualcuna place occupava, os altri aventure. Abbiamo visitato Maastricht a Merob. Mi portato alla Vassario di Rieder a Rotampado. Philippe, il dernier della famiglia, abbiamo ancora in bureau. Rob parlava passamai di lavoro per le passeggiados. Amava la città e ci portava tutti giunti il miglior ristorante, il Beluga, il Mediterraneo. Lo supa a Saint-Peter era un'idea. Fughet licenziato poco di tempo a prep. Maneggiava tutta la distribuzione per Orlando, ma si diceva che lavorava per troppo curo era a Maastricht. 2 mesi après son départ, li telefonai per sapere come si andava. Fughet è suonato. Mi disse, caro, che era pas mai dell'intrapresa, di chi lo suonavo. Esatto, la pundetta. Lo stornare in base tutto 3 scotti. Alors, Castan disait,
Et alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est une affirmation qui va très loin et qu'il faut creuser parce que quand même ça pose une question. Cassanisé, s'il n'y avait pas eu de littérature occitane, il n'y aurait plus l'Occitanie. C'était vachement poussé, c'était très... Mais il y a des moments où je me demande si c'était pas vrai. Parce que cette espèce de grand bloc comme ça qui a perduré contre vents et marées, je veux dire, hein, et au fil des siècles. Et que personne ne sait très bien par quel vous prendre, parce que tu parlais de la fond, mais c'est une critique, mais pas négative, je dirais. Quand on a eu l'histoire de la littérature occitane de la fond Anatole, on n'est pas plus avancé. On se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire que ce qui manque souvent, c'est les clés pour la mettre en perspective et savoir la lire, savoir la prendre par le côté. Il y a des tas de mecs intéressants. Moi, je sais qu'il y a des tas de choses intéressantes dans cette littérature. Ça, j'en suis persuadé. Mais après, comment rendre ça? Comment la faire partager? Mais tu penses que les écrivains occitans gardent un rôle Je pense qu'ils gardent un rôle très dans cette bataille pour la survie de la culture d'Oc, quoi. Très important, oui. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire. C'est le problème, notre dilemme. Le problème maintenant, c'est que, c'est ce qu'a très bien vu Père Bosc à sa façon, hein, c'est que, je veux dire que cette littérature, elle se nourrit quand même d'une culture qui était autrefois une culture populaire, qui est de moins en moins, hein, qui est en train de disparaître dans une culture populaire. Mais c'est évident que si cette base s'en va complètement, s'il va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire une littérature hors sol, pratiquement? J'ai l'impression au cours des décennies que le vivier, c'est pas plus qu'une impression, c'est une certitude, que le vivier des lecteurs de la littérature, c'est très souvent les jeunes qui ont fait de l'occitan au lycée, au collège ou des fois en famille, et qui, quand ils deviennent plus vieux, vont s'intéresser à des livres. Or, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, la véritable persécution, hein, c'est un mot qui fait peur, mais je l'emploie, la véritable persécution organisée par le ministère et par les rectorats pour supprimer l'enseignement de l'occitan fait qu'il y a un nombre absolument minime de jeunes qui font de l'occitan, au moins en Languedoc-Roussillon et en Provence et en Auvergne, il y en a plus en Midi-Pyrénées, et ça fait qu'il n'y a plus de lecteurs. Ou très peu, alors les éditeurs comme les Forces Blancs. On aura tout à l'heure aujourd'hui. Les candidats au bac depuis 30 ans, chaque année, quand même, en moyenne, bonnes années peut-être, ça ne te fait pas un marché. Non. Par contre, il y a des demandeurs d'emploi qui accèdent à une formation payée par le conseil régional. C'est depuis 2 ans et moi je travaille avec les demandeurs d'emploi, il y a de plus en plus de demandes. Donc c'est positif. Oui, c'est positif. Soyons positifs. Tu as aussi une démarche de plasticien axée sur l'écriture, mais sur la photo aussi, mais là c'est quand même pas mal sur tes voyages ta démarche de plasticien. J'ai été formé aux arts plastiques par des gens qui s'appellent Charles-Pierre Bru, Christian de Cambière, si vous voulez, c'était des abstraits purs et durs, j'ose dire. Et je les remercie parce qu'effectivement ça te file un coup d'œil, une vision des choses, une vision des arts plastiques tout à fait très structurée. Hein. Moi je le remercie énormément. Et je n'avais pas de place pour peindre, etc. J'étais en Italie et je me suis dit, tu vas faire des collages. Mais toujours pour moi, il fallait que ça tienne. À la limite, ce que disait le collage, je m'en foutais. Il suffit qu'il soit pas esthétiquement parfait. Ça me semble bizarre, hein, mais c'était comme ça. Après, bon, ça évolue parce que finalement, les photos, c'est pas comme des coups de pinceau, les photos, ça dit quelque chose. Qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Et donc, ça, ouais, mais ça a évolué. Hein. Mais bon, je voulais pas faire a priori de trucs sur mes voyages. C'était le hasard. Par exemple, je suis allé en Afrique, il y a tôle ondulée partout. Mais pour moi, le symbole d'Afrique, c'est la tôle ondulée, c'est pas autre chose. Hein. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, je me suis mis à faire des photos de tôle ondulée, mais très près. Et j'en ai plein, j'en ai des tonnes, des milliers. Et donc, je me suis mis à assembler ça. Mais graphiquement, ça donne quelque chose de vachement intéressant. Mais à la limite, quand quelqu'un voit ça, il ne sait même pas que c'est en Afrique, il ne sait même pas que c'est Addis Abeba, à la limite. C'est pas évident que c'est Addis Abeba. Lai patatos, ero in Russia. E tornando a Ekaterinburg, l'avion a des problèmes. Le train d'atterrage de Dreccio ne voulait pas sortir. Ero de mon costat. Audition le bruit que faisions. L'avion s'est butté à virar au-dessus d'une forêt. Une tour, 12, puis baisser une road punta sul lado. E nous pausavamo a Moscou. A Moscou. Dilatando Saro, andare in base, non mai belle des pauses de la città. Mi semblait pas sta gran cacò. Des canyons viels ero acciurati al cais. Ne avevo pas une al bon niveau.
Ivan Mediet, Caldavalla. E mi portata in escalier che andava giustero. Il y avait 12 stacci in terrazza. E un putesino che mi faceva venire il vomito. Lui per terra limpavo che sembrava dei glace. Ivan mi teneva il braccio e mi diede. All'epoca comunista era il deposito principale per le patatas. Lui per terra e scoperto di patate puerite e comprimidos. Beleu mai di 10 metri, mi diede. Di lui lungione, lo scari di levatura, limpavo entre la scaiso di biero, come di un ballet di stimbolati. Sortiere. Donc j'ai lu Gramsci en italien et dans ses carnets, enfin dans ses lettres, surtout plus que dans ses carnets, il parle à certains moments, si vous voulez, de son expérience de sa vie, parce qu'il est dans la Sardaigne. Gramsci parlait le sarde. Et il s'est même intéressé au sarde, il y a des recherches philologiques. Quand il écrit à sa sœur, souvent il lui demande qu'est-ce que ça veut dire ce mot en sarde, ou il lui rappelle les choses en sarde. Il a toujours gardé un contact. Mais je pense qu'en Italie, le contact avec ce qu'eux appellent les dialectes n'est pas le même qu'ici. Il n'y a pas ce côté schizophrénique en France, comme parlait de Jacobin. En France, les mecs, c'est blanc ou noir. On ne sait pas ce que c'est qu'autre chose. Ils ont on a toujours un côté un peu, comment dire, un peu schizophrène. On est un pays schizophrène, c'est comme ça, il faut le savoir. Et donc, et le paranoïaque. Mais ils n'ont pas le même rapport. Hein. Si vous prenez Pasolini, jusqu'à la fin de ses jours, ses poésies en frioulan étaient importantes pour lui. Hein. Je veux dire, il y a des trucs comme ça. Et la poésie troubadour, pour Pasolini, est une poésie importante. C'est-à-dire que jusqu'au bout, pour lui, c'était important. Pourquoi? Parce qu'il avait appris des choses dedans, des tas de trucs. Il y a un très bel article de Massimo Cacciari, l'ancien maire de Venise, le philosophe, qui s'appelle Pasolini Provençal, je traduis en Languedoc. Et ça, c'est prodigieux parce qu'il explique, lui, Cacciari, il montre comment, jusqu'au bout, la poésie troubadour a inspiré Pasolini. Même aux endroits où on ne l'attend pas. Même Alessandro De Gramsci, d'ailleurs, Alessandro De Gramsci. Parce que là où on ne l'attend pas, et Cacciari a raison. Et donc Gramsci, effectivement, était quelqu'un d'important. Je suis allé à Alès, dans sa ville natale, parce qu'il y a sa maison natale, comme ça, parce que je passais en Sardaigne, je voulais aller voir. Quoi, vous savez. Et ça faisait partie des voyages. Au cours de mes voyages professionnels, j'avais du temps quand même, souvent, pour aller pour faire autre chose. Quoi. On n'était pas non plus à l'esclavage. Mais Gramsci, effectivement, quelqu'un qui a énormément compté. Bon, tous ces carnets de prison, si vous voulez, quand je suis tombé dessus. Et c'était passionnant, c'est un mec qui s'intéressait à tout. Et c'est prodigieux. Et aussi, quelle est son originalité, d'après toi? Son originalité, c'est de s'intéresser à tout et d'arriver à le brasser, cette chose-là, et d'en faire quelque chose, d'en faire, j'allais dire, à le théoriser. C'est un marxiste, pour lui, l'important, c'était d'arriver à théoriser sa pratique, théoriser ses trucs. Et je pense que sa grande force, c'est ça. C'est d'arriver à mélanger, à mixer tout ça, et sans qu'on s'en aperçoive, à arriver à théoriser tout ça, à donner, à dire, bon voilà, les mecs, voilà comment il faut prendre ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là, etc. De donner des éclairages là-dessus. Quand même, tu appelles ça roman, mais c'est quand même plus, je dirais, pas monologue, mais une sorte de un peu monologue quand même, où il y a quand même l'importance de l'écriture en Languedoc, mais forme vraiment de langage, on peut dire. Le rythme est très important. J'écris très souvent la musique, des musiques très diverses, très différentes. Ça peut être du rock le plus dur, le pur, comme une bande à bassotti italienne, des mecs qui pètent et qui en envoient. Ça peut être musique classique, mais j'écris toujours en musique. Et généralement, je la mets en fonction de mon état d'esprit. Bon, c'est pas très original, je veux dire. Mais c'est comme ça. Et effectivement, tu as raison, le rythme est vachement important. Je le relis souvent à haute voix. Il faut que pour moi, il y ait un rythme qui me parle. Parce que sinon, le risque, c'est d'écrire de façon, même la prose d'ailleurs, d'avoir une écriture un peu, comment dire, distanciée. C'est comme le lecteur qui lit, on ne lit qu'avec les yeux. Et on écrit qu'avec les yeux aussi, une bonne partie sûrement des écrivains. Tu peux citer les écrivains morts qui t'ont vraiment marqué? Il y en a tellement, si vous voulez, mais alors en premier, c'est ce que j'ai connu, comme Bernard Mancier, que j'ai bien connu. Pour moi, c'était tout à fait important. C'est quelqu'un, tu as pas mal fréquenté, Bernard. Oui, beaucoup. Oui. Et c'était Bernard qui a beaucoup compté, Marcel Delpastre, pour parler des intéressants, qui a beaucoup compté aussi. Moi, j'étais jeune quand j'étais jeune. Et sur le Sao Espagans, ça a été un peu le point de la figure. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, mais d'où ça sort? Ça, c'était quelqu'un qui a compté énormément.
Et après, il y a les plus classiques, les gens comme Pierre Bosque, qui fait énormément compter pour moi, comme Théodore Obanel, Fourès, des gens comme ça, et puis d'autres derrière. Il y a des... Mais tu lis beaucoup, quoi. J'ai toujours beaucoup lu, surtout la littérature occitane, parce que c'est très important pour moi, c'est quelque chose de très important de savoir ce qui s'est passé. Aussi bien les gens de Nice comme Rosalène Rancher, qui était une grande connue, c'est vachement bien, la Mosra-Oba de Rancher, ou les Gascons comme Camélat, les radio, Vite Vitante de Camélat. Et il faut lire tout ça, pourquoi? Parce qu'on parlait de Mancier. Si on ne connaît pas Camélat, on a du mal à comprendre Mancier. On va vers des contresens énormes. Vite Vitante, c'est la source de Casao Perdut de Mancier. Elle est là, nulle part ailleurs. Parce que Mancier avait de l'admiration pour Camélat. Hein, c'est le premier poème, Mancier les a menés à Camélat. Quand il était réclamé. Je veux dire, si on ne connaît pas ce qu'il y a avant dans ces littératures, donc on court souvent le risque de gros contresens. Parce que les gens, ils ne tombent pas du nain, ils ne tombent pas de l'air comme ça. Ils ne sortent pas, boum, comme des fleurs comme ça. Voilà. Ça commence comme ça. Ai azul scanal azul contra las pedras lançava pescados, contra os rios, contra as canções que dizem passos mudos e que em pleno leime del ritmo encadenado. Sulle stress azul, dell'azzurro di spirito per la daggiura, sul sole delle smagagnos repetidas, come traduc, amagaro di la frescura della glaze cublada de biello sepapiano. A tal, tocarei os mensagens em claus e las bilhetas desemboladas, o presídio em sucaires, os pantais e as clarus, os ridas e bagaços escampilhados pela carreira, os encerclos com uma espera em torno da luz original del puré. Su un passo passaggero degli scarichi rovigliati che passano per i video del mobilio, sulle mesure della razón che giuro di espressare al moino delle categorie attiradas per la parete ennegresiva. Je voudrais juste dire qu'il a dit une chose dans tout ce qu'il a dit, tout ce qui est important, mais il y a une chose importante à retenir aussi, c'est que quand on s'intéresse à la littérature occitane, on s'intéresse à toute dans la longue durée. C'est pas uniquement les 3 ou 4 auteurs à la mode aujourd'hui. C'est aussi Bello de la Bellaudière, c'est aussi Pays de Garros, c'est aussi etc. Et Géraud d'Astros, etc. Mais ah oui, il y a quelque chose, excusez-moi, que j'ai pas dit et que finalement tu as raison que je veux dire. S'intéresser à la littérature occitane, s'intéresser aussi à toutes les autres littératures du monde. C'est-à-dire que moi, ma formation, comme je vous l'ai dit, j'ai appris à 7 ans l'occitan. Les auteurs, véritablement, les premiers auteurs de ma formation, c'était Flaubert, Joyce, Beckett, des gens comme ça, que je lisais quand j'avais 15-16 ans, si vous voulez. C'était ça, et là. Et après, ça a continué. Et le fait de lire la littérature d'or aide. Quand j'étais en Italie, c'est un exemple que je cite toujours. En Italie, ils ont un immense poète qui s'appelle Belli, Giuseppe Gioacchino Belli, qui a écrit plus de 2000 sonnets en langue romaine, ce qu'ils appellent le dialecte de Rome, le pur et dur. Et les Italiens me disaient « Oh Belli, oh, il chante le peuple, il chante le peuple ». Mais pour moi, Belli, c'est le frère de Victor Gélu. Et on fait le même contresens avec Gélu. Gélu chante le peuple. Que dalle, piscanfleur. Oui, mais Gélu, il met en scène un processus littéraire qui est absolument extraordinaire. Il fait que, il vous fait croire que vous entendez le peuple à travers ses paroles. En fait, c'est un peu comme Vessou aussi. C'est de la langue écrite, c'est la langue parlée écrite. Et c'est un exercice très compliqué et très dur. C'est ça aussi, quand même. Moins, quand même. C'est ça, mais moins. Et là, et Belli, c'était ça. J'aurais dit, putain, vous avez un trésor, Giuseppe Gioacchino Belli, c'est énorme. Ce mec, il arrive, alors il est prodigieux aussi, mais un peu comme j'ai lu. J'ai lu dans ses poésies, chaque fois, il met en scène un univers. En une poésie, il vous a foutu en scène tout l'univers qui a été bâti là. Vous voyez les mecs, Marseille, oui et tout. Juste dans une poésie, hein, les vers des fois elles sont un peu longues, celles de Gélu. Et Belli, dans un sonnet, il lui faut, parce que c'est que des sonnets, chaque sonnet bâtit un univers. Tu es là, face à tout d'un coup, tu vois tout le monde. Et un sonnet, c'est pas beaucoup de vers quand même. Hein. Et là, tous les personnages, il y a une densité, il y a une façon d'écrire. Donc pour dire que la littérature d'oc aussi, ça ouvre sur les autres aussi. C'est pas que si c'était un truc de fermeture, comme disait Cali, qui n'avait compris rien du tout. Ça, on le savait. C'est ce qu'il a dit. Il va voir Ben Nadao, et il va voir Nadao et il lui dit « Tu ne chantes qu'en occitan » et Nadao qui lui dit « Pourquoi tu me demandes ça ?» mais parce que chanter en occitan, c'est un enfermement.
Et alors, Ninou, la compagne de Yann Bernard, a eu cette réplique digne. Et elle lui a dit, si t'as que ça à nous dire, dégage. Bon, on va passer au troisième larron. Dans l'occitanisme, c'est très courant que les gens aient plusieurs casquettes. T'es pas le seul à avoir plusieurs casquettes dans Y compris des recueils de poèmes. Ah, t'as écrit des recueils de poèmes? Ah, ça, je savais pas. En plus, On apprend tous les jours. Hein. C'est-à-dire, lui, il se présente surtout comme éditeur et puis comme commentateur de Jaurès, enfin, par rapport à Jaurès, philosophe et occitaniste. Mais si vous voulez, c'est vrai que dans l'occitanisme, ça arrive que, parce que souvent, il faut être à la fois créateur, diffuseur. Il n'y a pas beaucoup de critiques quand même dans la littérature. Donc, il y a pas beaucoup de... Alors après, vous dites Rouquette, mais Rouquette, il a fait quand même un travail de critique sur beaucoup d'auteurs. Il a écrit sur beaucoup d'auteurs. C'est d'ailleurs lui qui l'a publié. C'est lui qui l'a publié. Alors, bon, on démarre d'entrer sur ton rôle d'éditeur, ou tu veux parler quand même de ton travail sur Jaurès? Qu'est-ce que c'est qui au départ, qu'est-ce que c'est qui t'amène à écrire C'est une démarche d'écrivain, mais d'écrivain qui pense que le combat occitan, c'est un combat collectif. Et ça, c'est peut-être, ça vient de Castan, c'est peut-être la seule idée que tu retiendras je retienne de Castan, mais elle compte. Ça vient de mon père ouvrier aussi, qui ouvrier ajusteur, qui a eu de la promotion, mais le salaire n'a pas suivi, et il a demandé à être rétrogradé. Donc ça vient de là. C'est une réaction aussi contre les écrivains entre guillemets, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'écrivains, c'est pas une spécificité occitane, qui écrivent dans leur tour d'ivoire ou par échelon, c'est pareil, et qui refilent ça à un éditeur. Donc ça remonte à la Grèce, à Platon, tout ça, hein, les activités de l'esprit et le travail de l'esclave. Et bon, ce qu'on a voulu faire avec les littérales, et je n'étais pas tout à fait tout seul, je peux citer le nom de Jacques-Louis Racouchot, dont on a édité les premières bandes dessinées, et d'autres, bien d'autres par la suite. On a voulu faire quelque chose qui permette aux écrivains occitans qui n'avaient pas de débouché chez les éditeurs français d'en trouver un. À qui Engros, Lou Caminomé. Et bon, je voudrais reprendre la question que tu as posée au début et sur laquelle tu as repris, c'est-à-dire si la littérature occitane est importante. Et tu as cité la phrase de Castan, que je reconnais parfaitement juste, en disant que si la littérature occitane n'existait pas, eh bien, nous non plus. C'est parfaitement vrai. À une restriction près, c'est que la littérature occitane est très importante, faute d'autre chose. Faute d'autre chose. Hein? Les troubadours, ça n'a pas empêché la défaite en rase campagne. Ça n'a pas empêché Murette, Mistral, Tabel Kessel, Neigel. Bon, ça n'a pas empêché la défaite du Félibrige. Et que je sache, pour citer les plus grands que vous avez cités, Marcelo Del Pastre, Robert Laffont, Malsiette, Boudou, ça n'a rien changé fondamentalement à notre situation. et eux, ils sont tout le monde. Et les Pau e le due della Crespina chi del pesce tanto sì. Et bon, et alors on essaie à qui? La littérature est importante parce qu'avec
abbiamo pas la politica, l'economia, il pensamento, abbiamo parlé di tutto questo. Donc, d'accord, la littérature occitane, tant que vuoi. Tant que vuoi. Mais, bon, mi sembra che mai che mai il linguaggio per deforo. Entre nosaltres, podem dire que és plus una situació de plança. Prendre ton exemple, il romantisme è passato la desfaccia di Sudan. Vuol dire, in questo caso, la letteratura è passato a mai. L'intérieur de la France républicaine, il y avait une institution d'arrêt, il y avait notre c'est pas le cas. À qui la différence? C'est-à-dire qu'avons mai café quand nous occupons de littérature. Il y a des hauts et des bas. Bon, au début du XXe siècle, bon, le Félibrige, il est un peu évanescent, mais Mistral, avec son aura à la fois populaire et dans, je dirais, dans les milieux littéraires, dans les milieux intellectuels, ces deux choses sont jointes et on est à la veille d'un mouvement de masse qui se rattache à la langue, qui milite pour l'enseignement. On est à la veille d'une transformation sociale. Pourquoi ça s'est cassé la figure? C'est pas à cause de la mort de Mistral en 1914. 1914, c'est la guerre de 14. C'est-à-dire que tous ceux qui représentaient la relève et l'avenir et ce militantisme-là, ils sont morts à la guerre de 14. Merci la France. Donc, je veux dire, ça c'est un moment à noter. Mais pour tout le reste, je suis bien d'accord avec toi et j'ajouterai juste une chose avant de me taire. Il faut intervenir. C'est que il y a aussi une certaine, je dirais, je ne sais pas comment le dire, vision masochiste de la culture occitane chez certains de ses penseurs. Je pense à un livre qui a fait énormément de polémique, mais aussi énormément de travail, et que tu as réédité, que tu connais bien, qui s'appelle Mistral ou l'illusion de Robert Laffont. Ce livre contient quelques-unes des pages les plus profondes, les plus fines, les plus magnifiques sur Frédéric Mistral, et contient en même temps quelques-unes des pages les plus fausses et les plus de mauvaise foi sur Frédéric Mistral. Et on sent que Laffont, tu parlais de schizophrénie tout à l'heure, Laffont est bipolaire dans ce livre. Il écrit pendant 80 pages, mettons, un grand chapitre, notamment sur le poème du Rhône, qui est d'une finesse et d'une profondeur qui n'a jamais été égalée dans la critique occitane. Et ensuite, pendant 20 pages, il dit le contraire de ce qu'il a dit. Oui, Mistral était un affreux réactionnaire, c'était la réaction, etc. Pendant 20 pages, il dit ça. C'est du sadomasochisme, si on peut dire. Et ce genre de choses, c'est une catastrophe. Et c'est arrivé pendant des décennies dans l'occitanisme, ce genre de choses. Voilà, je ferme la parenthèse. Oui, alors tu fais bien de parler de Mistral ou de l'illusion, parce que ce qui est en cause, ce n'est pas la mort de Mistral. En 1907, Mistral, il était vivant. Oui, hein, il y avait 500 000 personnes dans les rues à Montpellier. Mais ce n'est pas un vieillard de prendre la direction d'un mouvement comme ça. Oui, mais il avait du monde autour de lui. Hein? C'était à Féroul de prendre la direction. Mais Féroul a fait ce qu'il a pu faire. Oui, et il y a eu des gens dans le Félibrige qui ont eu une autre position. Oui, et je peux en donner les preuves. On vient d'éditer un volume sur Jules Rougeat, Jules Ronjat, premier grand linguiste occitan. On peut voir dans ses lettres, à Mistral et aux autres Félibres, qu'il critique les Félibres pour leur nullité politique et pel fatto che cago alla causa. Bon, et devant lui est sur la même position. Donc, l'âge, bon, un vieillard sénescent, je veux bien, bon, mais... Devant lui, mettons-le à part, parce que c'est un des plus farouches antisémites du XIXe siècle, qui s'est fait remonter les bretelles par Mistral. Non, mais il ne faut pas... il faut tout mélanger. Il faut tout mélanger. Non,
Non, Si. non. Ah, Moi, ben, je suis d'accord avec Roland. Ouais, non, mais attends, alors tu Je veux dire, tu ne pardonnes pas. Non, il y a des trucs que tu ne pardonnes Non, pas. non, j'aime Céline. Non, moi, l'antisémitisme, pardonne pas. Céline, c'est un salopard, bien entendu, comme dévolu, bien sûr. Et il n'est pas si grand écrivain qu'on dit. Bon, il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Je parle d'un point précis, 1907, l'attitude des faits libres majoritaires et l'attitude d'autres. J'en ai cité deux qui n'ont pas la même position. Ceci dit, le problème de Devoluy, son passé, son avenir, etc., ce n'est pas mon problème dans la discussion actuelle. Sinon, il n'y a aucune discussion possible. Alors, quand il y a eu une grande enquête sur Mistral dans le journal du Temps, le Sarp et l'Adam a répondu ça. Félibridge plus Mistral égale Mistral. Félibridge moins Mistral égale 0. Peut-être. Je crois que c'est vrai, le Félibridge, c'était peu de choses. Mais bon, il y a eu des positions autres. Bon, Ronja, par exemple, est ouvertement fédéraliste. Il y a les faits libres rouges, pour nous, ils nous appellent rose. Le Mistral aussi était fédéraliste. Non, il y a eu le manifeste des jeunes faits libres fédéralistes en 1892. Du côté languedocien, il y a Fourès et les autres, et ils sont en opposition avec le Félibridge dominant, en opposition politique, ils sont républicains, ceux qui ne sont pas les autres forcément, et sur le plan de la religion. Ils ne sont pas sur la même position. Alors, l'histoire n'a un intérêt que si on prend toutes ces choses-là en compte. Sinon, si on attribue tout à la même personne, que ce soit Devoluy d'un côté ou Mistral de l'autre, on ne comprend plus rien. Parce que je ne crois pas, Roland, et je pense que tu peux être d'accord avec moi, que personne n'est complètement cohérent, évidemment, ni au même moment, ni dans sa vie. Bien entendu, personne n'est complètement cohérent. Non, mais sur les erreurs de Mistral, il y en a eu beaucoup, simplement, et des contradictions. Simplement, moi, pour 1907, je pense que ce n'était pas la bonne personne pour ce moment-là. Et je pense que le fait que Féroul n'ait pas pu, alors que c'était la bonne personne, n'ait pas pu soulever un mouvement politique, c'est la preuve qu'on était encore dans les catacombes. Mais Féroul, bon, il faudra arrêter là-dessus. Oui, Féroul l'a fait, mais la question, c'est la position du Félibridge. C'est pas celle de Féroul. Féroul, il est allé loin. Vous êtes pointu. Il est allé loin. Et c'est même lui qui, à Carcassonne, a rappelé la croisade et tout ça. C'est celui qui est allé le plus loin sur le plan de l'occitanisme. Bon, mais dis-moi, alors peut-être tu as parlé de Roja, là tu viens de faire deux gros coups à mon avis, c'est la réédition de Le Livre del Caos de Paul Guéraud et le livre sur Roja finalement. Moi, Roja, je le connais que de réputation. Son truc des parlers qu'il a écrit sur les divers parlers dans le Pays d'Oc est sûrement une référence. Je crois qu'il mérite complètement. Entre nous, il a marqué Fontaine. Roja a marqué Fontaine. Ça, tu me l'apprends. Voilà. D'ailleurs, sur Roja, comme la plupart des gens, je savais dans les bibliographies Jules Roja, grammaire historique des parlers provençaux modernes, mais pas mal. Alors, on doit remercier Jean Thomas, qui a déjà fait autre chose avant, notre publication. Il y a aussi le principe de Gramont-Ronjac, qui est important pour l'éducation bilingue, c'est aussi assez fondateur. Oui, c'est un autre aspect de sa personnalité. Alors, ça m'a permis de découvrir comment c'était quelqu'un d'intéressant et d'important. En tant que linguiste, il est en correspondance avec De Saussure, c'est pas que dalle, avec Meillet et d'autres. Il n'hésite pas à faire 50 km à bicyclette pour aller vérifier une prononciation. Il y a beaucoup de linguistes en chambre.
qui pille les dictionnaires. Bon, C'était avant le téléphone. en plus, bon, il est fasciné par Mistral. Ah oui, ce qui est le plus intéressant aussi à l'affaire, c'est qu'il n'est pas occitan, Roldan. Il n'est pas occitan, il est né à Vienne. Et il apprend Vienne, pas en Autriche. Vienne sur le Rhône. Vienne sur le Rhône. Et fasciné par Mistral, il apprend l'occitan provençal et toute sa correspondance, vous pouvez voir la signature, Mestre, Vostre des boîtes, enfin, etc., etc. C'est Mistral à fond. Ce qui ne l'empêche pas de se placer en retrait et en opposition sur la question politique et sur le fédéralisme. Donc très, très intéressant. Et il se mouille en chemise. Hein. Il est bailé du félibrige. Ce qui veut dire administrateur, s'occupe des cotisations, de trucs comme ça. Avant que les articles sortent dans les revues, c'est lui qui corrige. Enfin, bon, il va au charbon. C'est pas l'intellectuel dans sa tour d'ivoire. Et puis, d'autres aspects de sa personnalité, il est marié à une Allemande, ce qui lui vaut de partir en Suisse parce que pendant la guerre de 14. Bon. Et sa femme parle allemand au petit et lui français. Et il a fait le premier livre sur le bilinguisme enfantin en France, qui s'appelle L'enfant bilingue, ce que vous citiez. Donc, une personnalité complètement oubliée et qui méritait la résurrection. Bon, quant à Guy-Rau, Paul Guy-Rau aussi, bon, je ne regrette pas du tout d'avoir travaillé là-dessus. Ça marche, hein? Bien au-delà. Oui, bon, ça part pas comme des petits pains, mais il y a un bon accueil et bon, j'ai parfaitement confiance Sur le temps. dans l'avenir. Ah mais oui, parce que l'objet est là. Bon, pour le situer, pour ceux qui ne connaissent pas trop, Paul Guéraud est né à Sévérac, pas loin d'ici. Il a fait toute sa carrière dans l'enregistrement. Simple employé, puis il a gravi les échelons, il a fait plusieurs postes, notamment il est allé 2 ou 3 ans en Corse. Et, bon, encore Lutafurave écrire. Il a commencé en français, il a écrit 2 romans en français. Et puis il s'est mis en occitan. Son livre sur la résistance, quand même. Oui. Que oui. toi tu trouves moyen, que moi je trouve très très bon. Je te dis pourquoi. Très très bon. Son livre sur la résistance en français, vu de l'intérieur. pas C'est d'ailleurs d'accord. un des rares occitanistes qui a été dans la résistance. On les compte. Alors, Il y a eu en Prousse, il y a eu Manciette, ouais, si Massier, oui, mais c'est un des 4-5 occitanistes qui ont été dans la résistance. Mais son livre, La résistance vue de l'intérieur dans le Rouergue, moi je trouve ça vraiment très très fort en français. Après il s'est mis à écrire en langue. Premier qu'il a fait. C'est le premier. Alors, il s'est pris par la main, il y a mis ses sous, il a commencé à publier une revue avant la guerre de 39-45, elle a été arrêtée à ce moment-là, qui s'appelait, j'allais dire le Chabot, donc c'est la campagne, c'est la campagne dans lequel, alors c'est intéressant par rapport au Félibrige Aveyronais, il publie plus que des Aveyronnais, vous vous rendez compte de l'audace, en pays rouergat. Il publie des languedociens, comme Louisa Paulet, des Pays Bassols, bon, etc. Et il publie un roman à lui, c'est son premier en occitan, en feuilleton, qui s'appelle Clamens. Et que, si on peut, on rééditera, parce qu'il est intéressant au niveau de l'écriture, même s'il n'est pas réussi comme le livre del Caos. Le livre del Caos, alors il a tout publié de sa poche, à compte d'auteur. J'ai supervi à une grande partie à Rodez. Et il publie le premier tome en 68, le second en 70, en graphie chez Libréenne, et il dit « Almens que cap de nous sentique pas a dictionari, que flaire pas la saventiso ». Et il dit qu'il veut parler comme le pastre Causenart. Il veut parler comme le pastre du Cos. Et alors,
quand on voit cette langue, ce vocabulaire, cette syntaxe, et que à côté, on voit la production actuelle. Bon, hein, la notion de progrès, même si elle est critiquable dans le domaine artistique. et Vous avez culturel, parlé de la faune, là il a complètement manqué la faune. Hein. Il a écrit 2 lignes méprisantes sur lui. Oui, oui. C'est pas la seule chose qui les manque. Bon. Et Rouquette, au contraire, l'a porté au pinacle avec juste raison. C'est d'ailleurs, lui qui l'a défendu réellement. Mais Compte. Jean-Marie Pierre, Je ne connais pas ce texte. Et il a écrit au moins 5 articles sur lui, dont 2 très longs dans la revue des lettres, arts et sciences de l'Aveyron, un en français et en occitan, où il démontre la nouveauté de Guéraud. La nouveauté de Guéraud. Enfin, un écrivain aveyronnais qui parle d'argent, qui parle de sexe, qui parle pas que de paysans, de Borio, tout ça, qui parle un des héros travaille au Maroc, qui revient ici. Branché sur le sport aussi. Le sport aussi. Les jeunes, ils descendent à la fac de Montpellier, enfin, une pétrolette, ils font du tennis, ils vont à la plage, enfin, etc. quoi. Et alors, c'est remarquable parce que ça fait entre 400 et 500 pages, je ne sais plus. Hein, mais vous n'avez le dénouement qu'à la dernière page. Et ça, alors, c'est annoncé à la première. Mais c'est remarquablement bien construit comme un roman. Et les personnages, ils ne sont jamais caricaturaux. La Ségaline, au début, dit « Je ne borio del cauce, ben come un oro, mais il spicciunetto, boom, così fario alla borio per menare il travail, per tout d'accord. » Bon, c'est un peu la compassion, quoi. Puis après, tout se retourne. C'est elle qui gouverne tout son monde. L'inscription aussi. Oui, je te rends la parole. L'inscription dans le temps. J'ai dû travailler. J'aurais sonné la cause sur le 19e, le début du 20e, etc. Et j'ai travaillé aussi sur la résistance pour un autre livre. Ben, je peux vous dire que c'est remarquable. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de gâchis. Et je citerai notamment la période de la guerre 39-45, où il décrit le pétainisme, l'adhésion, la convention, tout ça, et comment s'est fait le revirement. Et on peut le comprendre à travers les hommes. Je trouve ça remarquable. Tu as fait une petite remarque sur la littérature occitane de maintenant. Alors, est-ce que ça contient ta remarque une critique sur le fait que certains se regardent d'Emboulil, le nombril, et une autre critique aussi que je fais, que certains écrivent un occitan pensé en français. Bon, on peut le reprocher à personne. Les gens écrivent comme ils peuvent, et tant mieux si ils écrivent. Mais on ne peut pas quand même s'empêcher de remarquer la déperdition. Bon, la baisse de niveau, comme dirait l'autre. Et il y a une expression que tu as employée qui m'a beaucoup plu aussi, et je crois qu'il faut insister là-dessus. Tu as parlé de littérature hors sol. Hein, je ne trouve pas de littérature occitane qui parle d'ici et de maintenant, comme ça a été le cas. Quand Guéraud, il termine son truc en 68. Et c'est le moment où il publie. Et malheureusement, je retrouve ça dans la chanson aussi. Rien de comparable à Marty et compagnie. De quoi il parle? Il parle des mêmes choses que ce qu'on pourrait dire en français. Alors là, c'est grave. Et puis mon père et mes maris, d'avoir la fière compagne pouchelette, je veux dire, tous les clichés de la chanson traditionnelle, même mis en rock, ça reste du vieillon nickel. Bon, qu'il le recycle, d'accord, je ne suis pas contre. Non, mais j'aime bien. On ne comprend pas les paroles. C'est comme l'opéra, on ne comprend pas les paroles. Mais Je veux
compléter un peu par rapport à ce qu'a dit Roland Pecou au départ. Cette période bénie dans l'occitanisme, où il y a eu des stages de formation. Et en plus, j'apprends avec plaisir qu'il y avait des stages de formation à la langue. Et en plus, je peux le dire, à l'époque, des stages de formation dans la langue où on apprenait vraiment la langue, et pas la langue pensée en français. J'insiste, parce que nos instincts de calandrette ou même des classes bilingues font un travail patriotique important et qui va permettre de sauver un peu les meubles, mais il y a un niveau de langue qui parfois me fait peur. C'est sûr, mais il y a un effort pour la qualité de la langue. Il y a des gens qui portent ce souci et qui essayent de faire encore un pas en avant. On prend l'échelle le plan européen commun de référence pour les langues. On dit maintenant il faut qu'on fasse le C2 en occitan. Le C2, en gros, c'est bien parler et avoir la règle de Philorone. Mais bon, j'exagère un peu. En revanche, je ne sais pas ce que ça donne pour la syntaxe. Moi, je me soucie un peu de la syntaxe parce que c'est un truc qui ne se transmet pas dans le stage même de bon niveau. Alors on peut toujours pleurer sur son passé perdu, et de toute façon il est perdu. C'est pas un passé perdu. Vous faites ce que vous voudrez, les mecs, il est perdu. Et pour dire vous revenez à ce que tu disais, les écrivains d'Occitane de maintenant, je dis, ils ne parlent pas comme Guéraud, forcément, de l'Occitanie, encore que les successeurs de Guéraud, comme Pierre aussi, ils parlaient de son Occitanie à lui, telle qu'elle était, telle qu'il avait fallu, mais parce que c'est plus la même. Et le Scam, ses compagnies, les mecs, il n'y en a plus tellement de paysans, il y en a moins. Et puis on n'est pas tous forcément dans le milieu rural, il y en a plein d'écrivains occitans qui sont des milieux citadins. Et donc, je veux dire, il faut faire vachement attention dans ces genres de trucs, parce que ce qui me paraît très important, c'est l'attention, effectivement, aux formes de la langue, et là je comprends Guéraud, la syntaxe c'est primordial. Et c'est primordial. D'accord, on n'est pas dans la même civilisation. Mais là c'est primordial, de respecter. Mais la syntaxe, Tu as raison, c'est primordial ça. Sinon, tu perds l'essence de la langue. Tu vois, ça ressemble, c'est ce que je dis souvent, moi aussi je suis très critique, il y a des bouquins qui paraissent, je lis ça et je dis putain c'est du français traduit en occitan, je fais de côté, je balance. Mais il faut faire vachement gaffe parce que en plus, ils n'ont pas forcément la chance de l'avoir entendu l'occitan parlé par des locuteurs natifs. Les gens qui ont appris la conjugaison dans la liberté. En Bretagne, on appelle ça le breton chimique. Ici, on parle de l'occitan, ça doit ressembler à ça. Maintenant, il y a un truc qui me désole aussi, c'est les gens qui ont appris la conjugaison dans Alibert. Parce que là, c'est une catastrophe. Parce qu'Alibert, il était de Bram et il a généralisé des formes de conjugaison, des subjonctifs en isco par exemple, qui ont une toute petite zone et que maintenant on te sort en langue de style standard, des formes que tu dis, mais pourquoi ils disent des trucs comme ça? J'ai jamais entendu ça, chez moi on dit ico. Comme on ne comprend pas que les mouches, comme tous les linguistes, ils ont sorti. Voilà. Bon. Il y a des linguistes, il y a que les Il y a une chose qui était fondamentale pendant des décennies et qui, à mon avis, l'est toujours, c'est que tous ceux qui apprennent l'occitan, que ce soit à l'école, dans la famille, dans des stages ou n'importe quoi, on leur dit, il y a à leur dire et à ressentir qu'il faut qu'ils aient une référence parlée. Que ce soit le grand-père, le voisin, la voisine, la boulangère, n'importe quoi, tout ce qu'ils apprennent, ils doivent le rattacher à une référence orale parlée, tout simplement. Et deuxièmement, et c'est tout, je ne dis rien après, c'est qu'il y a une chose dans toute cette conquête difficile, ou reconquête difficile, c'est qu'au fur et à mesure que la langue est moins présente comme langue parlée, on voit des espèces de grands dragons de la norme qui s'élèvent au-dessus de tout, et on a l'impression que la norme et que l'orthographe est plus importante que la langue. Quand on entend parler par-ci par-là, quand on lit des articles, ou quand on entend des reproches pour avoir employé tel mot, quand on entend dire loupidjam, il faut dire loupidjam, il faut dire loup-planète, parce que ça vient du grec, il faut dire oui, loupidjam, pour dire le pyjama, il faut dire Bulgarie, pour dire la Bulgarie. Des histoires comme ça, la norme est une espèce de nuage toxique qui nous empoisonne et dont il faut quand même un petit peu se défaire. Iuben Pasque la Ruba Fogai de Bete,
abusare sputati e pausi la pressione, senti le castre delle strade e si sono causino di parlare pas la lingua. Perché il y a des mots. Ah non, non, on le fait en français, non, on le fait en français. Perché? Bah, moi je parle français, moi j'ai pas été à l'école, j'ai pas été à l'école. Mais È stato un reproci, ma il y a chi dei mondi che parlano la lingua, credi che tutte l'intendano, non. C'est moi qui ai demandé. Moi j'ai pas été à l'école. Premièrement, on a dit on le fait en français, mais il y aura des lectures des auteurs à Languedoc. On alterne. Non, ça Mais réduit moi- tout le monde. Mais moi je pense que l'Occitanie elle peut se faire en français par ailleurs. Bien sûr. Alors, on voulait parler quand même de tes rapports avec les écrivains occitans. Tu m'avais dit, ouais. Vite fait, ouais. Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que en remettant notre situation actuelle dans le temps long de l'histoire, j'ai bien peur que notre renaissance actuelle soit, comme celle des faits libres, une renaissance purement littéraire. Et là, j'incrimine l'absence de textes de réflexion, d'analyse, en occitan ou en français. Bon, nous avons essayé d'amorcer la pompe. Nous avons publié Oscar Universa, Yves Rouquette. J'ai publié une traduction du manifeste du Parti communiste en occitan. Marie-Claire Vivier a publié un livre de sociologie occitan sans vous savez. Juste, il y a Rapin qui a traduit le portrait du colonisé. Bon, et nous en sommes là. Bon, alors qu'il y a un immense travail idéologique à faire. Bon, pour ma part, je l'ai fait, je continue sur Jaurès, mais on peut, j'incrimine personne, mais c'est ce qu'il faudrait, c'est ce que nous n'avons pas. Pourquoi pas sur Montesquieu ou sur Auguste Comte, sur Montaigne, etc. Sans ça, je ne crois pas à une Occitanie future. Mais bon, voilà. Alors, sur les écrivains, oui, je dirais quand même. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Que moi, Mais je ne ça crois veut pas à une dire que Occitanie. si on se contente, et je me mets dedans aussi, puisque vous avez rappelé que j'avais fait des poèmes, si on se contente d'une écriture littéraire, je dirais, et pas d'ouvrage de réflexion, d'analyse, d'essai sur nous et sur le reste, parce que, comme tu l'as dit, tout se rejoint. Nous ne sortirons pas de la question, de la situation où nous sommes, hein, parce que nous n'aurons pas de boussole. Et, bon, une chose par exemple qui m'a frappé, qui ne sort pas de la littérature d'ailleurs, on n'a pas, qu'est-ce qu'on a comme littérature occitane sur de grands événements, sur de grandes périodes de l'histoire occitane? Vous aurez vite compté. Il n'y en a pas beaucoup. Or, ce serait un excellent moyen pédagogique. Hein. Bon, on a essayé de le faire avec Humbert de Sales, Chevalier Cattard, Montségur, etc. Personnages réels, étudiés par des historiens. Et, bon, ça peut permettre de parler d'Occitan, mais de parler de la croisade, de parler des Cathares. Bon, il faudrait généraliser ça. Au sujet des livres et des écrivains, je dirais que publier un livre, c'est pas seulement aller voir un imprimeur qui tire le livre. Je veux dire que si autour du livre, il n'y a pas des conférences, des rencontres, des lectures, des prises de parole, eh bien, travaillant per pares. Et je regrette de le dire, il y a beaucoup d'écrivains qui ne nous feront pas vendre un livre. Quand cours sortis, question fondamentale, c'est la seule. Une fois que c'est sorti, on n'entend pas plus parler. Et dis-moi aussi par rapport à ce que tu dis aussi qui m'a paru intéressant, c'est des écrivains que tu as publiés à Languedoc
quand ils n'étaient pas très connus et qui à un moment donné écrivent, même des fois en français, qui vont chez un grand éditeur parisien qui te laisse finalement sur le carreau d'une certaine manière. Ça aurait été dommage que je tu le le dise trouves pas, dur, ça. quoi. Ah, je le trouve dur. Bon, j'avais publié dans les années 80 un petit manifeste qui s'appelait Edita al País. Bon, l'idée, c'était il faut vraiment constituer des maisons d'édition occitanes qui ne soient pas que militantes ou aux trois quarts militantes comme la nôtre, qui sans ça ne fonctionnerait pas. Il faut une participation des écrivains en se montrant, portant leurs livres, etc. Alors qu'ils considèrent que ce n'est pas leur boulot. Moi j'écris, je ne m'occupe pas du reste, hein. Je l'ai entendu dans une maison de la presse. Bon, alors, ces mêmes écrivains qui viennent vers nous, quand ils ont un texte en occitan, quand ils ont quelque chose de vendable, c'est-à-dire en français, sur les troubadours, sur la Révolution, ceci, etc. La femme, il t'a fait le coup quand même. Je ne veux pas citer de nom parce que la liste serait longue. Vous ne pouvez pas m'empêcher, moi qui suis à faire des factures et des paquets, d'être conscient de ça. Pour qui ils nous prennent? Pour des esclaves, pour ce qui est invendable. Le reste, ça part ailleurs. Et la seule condition de faire des maisons occitanes qui ne refusent pas ce qui est en occitan, c'est de tout mettre ensemble. La seule condition, c'est que la contrepartie des écrits occitans qu'ils nous confient, ce serait de nous donner la priorité pour les écrire en français. Bravo. Partout à la télé, dans les radios, sur les journaux, sur internet et les réseaux sociaux, de tous les côtés, tout plein illuminé, nous prédisent pour demain les pires scénarios, que ce soit le grand complot, le réchauffement climatique, la rébellion des robots, la crise économique, la surpopulation, les nanotechnologies, la pollution et les tsunamis. Quand sera la vie d'Arden? Quand sera la vie d'Arden? Quand sera la vie d'Arden? La vie d'Arden. Quand sera la vie d'Arden? Quand sera la vie d'Arden? Quand sera la vie d'Arden? La vie d'Arden. Que ce soit la grippe aviaire, la vache folle, les explosions nucléaires, tous les compteurs s'affolent, les hybrides reptiliens ou les ayatollahs, les Nostramaçonnies, colonies vénales, une vie de météorite ou les épidémies, l'Armageddon et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi Monsanto, la crise du Crétacé, il n'y a plus de boulot, c'est assez. Quand sera la vie d'Arden? Quand sera la vie d'Arden? Quand sera la vie d'Arden?